L'alarme n'avait jamais eu besoin de sonner. Le corps d'Amara avait mémorisé la lutte. À 4h15 du matin, ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité, au léger bourdonnement des générateurs des maisons voisines. Un instant, elle resta immobile sur le mince matelas qu'elle partageait avec son mari, écoutant le rythme tranquille de la respiration d'Oena à ses côtés. Il dormait sur le dos, un bras jeté au-dessus de la tête. Même dans son sommeil, son visage paraissait tendu, comme celui de quelqu'un qui combat des batailles jusque dans ses rêves. Elle se tourna avec précaution pour que le lit ne grince pas. Leur appartement d'une seule pièce à Suril était petit mais propre. La peinture s'écaillait légèrement près de la fenêtre. Le ventilateur de plafond gémissait quand il fonctionnait, mais Amara frottait le sol carrelé chaque soir avant de se coucher. Elle croyait que la pauvreté n'excusait pas la saleté. Elle noua fermement son pagne autour de sa taille et se dirigea vers le petit coin cuisine. Charbon d'abord, puis riz, puis haricots. À 4h45, la vapeur commença à s'élever de la marmite. L'odeur des oignons frits dans l'huile de palme remplit la pièce. Elle travaillait avec une efficacité silencieuse. Couper les piments, remuer le ragoût, ajuster le sel davantage à l'instinct qu'à la mesure. Son corps était grand, doux et plein, mais solide. Des années à soulever des marmites et à rester debout de longues heures avaient durci ses bras. La sueur perla à la base de son cou avant même le lever du soleil. Derrière elle, Oena bougea. Elle s'arrêta, à l'écoute. Il ne se réveilla pas. Elle expira doucement. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Au début de leur mariage, Oena se levait avant elle. Il la serrait dans ses bras pendant qu'elle cuisinait, l'embrassait sur l'épaule, lui murmurait ses rêves à l'oreille. « Donne-moi un peu de temps, disait-il. Je te construirai une maison si grande que tu te fatigueras rien qu'en marchant à l'intérieur. » Elle l'avait cru. Elle le croyait encore, en grande partie. À 5h30, elle disposa les grandes marmites en acier inoxydable dans 2 bassines, les équilibra soigneusement et sortit. L'air du matin était frais sur sa peau. Son stand de nourriture en bord de route se trouvait à 10 minutes, près d'un carrefour animé où les bus d'Anfo freinaient en grinçant et où les conducteurs de cake se disputaient les passagers. Le stand était simple, une structure en bois, un toit en zinc, 2 bancs et une longue table légèrement noircie par des années de fumée de charbon. Mais il était à elle. Loué, certes, mais à elle. Elle installa le réchaud à charbon, l'éventa jusqu'à ce que les flammes prennent, puis réchauffa le ragoût. Le ciel passa lentement du noir au gris. Les premiers clients étaient toujours les chauffeurs de bus. « Mama !» cria l'un d'eux en sautant de son bus jaune. « Donne-moi des haricots avec beaucoup de sauce aujourd'hui. J'ai besoin de force. » Elle sourit largement. « Si tu paies plus, tu auras plus. » Ils rirent. Elle servit rapidement, ses gestes automatiques, une louche de riz, une portion de sauce, banane plantain posée, emballage dans du papier aluminium. Les pièces tintaient dans son bol en plastique. À 7h, le carrefour bourdonnait de bruit. Des mécaniciens des ateliers voisins passaient. Des employés de bureau s'arrêtaient avant d'aller travailler. Un groupe d'enseignantes partageait toujours la même table, bavardant entre 2 bouchées. Certaines étaient aimables, d'autres moins. « Ah, Amara, avec ta taille, tu n'as même pas besoin de vendre à manger. » Lança un jour une femme en riant fort. « Ton mari profite bien. » Des rires suivirent. Amara sourit poliment. À l'intérieur, elle ravala la brûlure. Si seulement elle savait. Oena détestait qu'elle vende de la nourriture. Il détestait cela. Non pas parce que l'argent n'était pas utile, il payait le loyer, l'électricité, la nourriture, et parfois son transport pour des entretiens. Il détestait ce que cela signifiait. J'ai étudié l'ingénierie pendant 5 ans, avait-il dit 2 nuits plus tôt, la voix tranchante. 5 ans, Amara, et ma femme vend du riz au bord de la route. Elle lavait des assiettes quand il avait parlé. Tu crois que j'aime ça? Avait-il continué. Tu crois que je ne ressens pas la honte quand on me demande ce que je fais maintenant? Elle avait essuyé ses mains lentement avant de se tourner vers lui. C'est temporaire, avait-elle dit doucement. Tu auras ton opportunité. Il avait ri, mais ce n'était pas un rire heureux. Tu crois trop au miracle. Peut-être.
Mais quelqu'un devait y croire. À midi, le soleil devint cruel. La chaleur pesait sur ses épaules tandis qu'elle se tenait au-dessus du ragoût bouillant. La sueur trempait son chemisier. Ses pieds la faisaient souffrir. Pourtant, elle continuait. Elle pensait à Oena, à l'homme qu'elle avait épousé, grand, brillant, ambitieux. À la façon dont il expliquait autrefois des concepts d'ingénierie avec enthousiasme, dessinant des schémas sur des bouts de papier. À ses promesses de voyage, de confort, d'une vie au-delà de la lutte. Le marché du travail avait brisé quelque chose en lui. Entretien après entretien. Trop qualifié, pas assez expérimenté. Nous vous rappellerons. Il ne rappelait jamais. Elle voyait comment les refus l'érodaient. Comment la fierté se transformait peu à peu en amertume. Et parfois, cette amertume se tournait vers elle non pas violemment, mais douloureusement. Ce soir-là, après avoir fermé son stand et compté les gains de la journée 18 500 naira nigérians, elle rentra lentement chez elle. Le soleil descendait, jetant une lumière orange sur les rues. Elle était fatiguée, mais en entrant et en voyant Oena assis à la table, son ordinateur portable ouvert, quelque chose en elle s'adoucit. « Des nouvelles » demanda-t-elle doucement. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Puis il referma l'ordinateur. Rien. Elle posa l'argent sur la table. Je paierai une partie de l'électricité demain. Il fixa l'argent, puis elle. Tu ne devrais pas avoir à faire ça. Elle esquissa un faible sourire. Mais je peux. Sa mâchoire se crispa. Tu es ma femme. Et tu es mon mari, répondit-elle calmement. Nous sommes un. Le silence s'installa entre eux. Plus tard, dans l'obscurité, allongé sur le lit, le ventilateur grinçait au-dessus d'eux. Regrettes-tu parfois de m'avoir épousé ? Demanda soudain Oena. La question la surprit. Pourquoi le regretterais-je ? Parce que je ne t'ai rien donné. Son cœur se serra à la vulnérabilité dans sa voix. Tu m'as donné ton amour, dit-elle doucement. Tu m'as donné un partenaire. Il ne répondit pas. Après un moment, il se tourna de l'autre côté. Et bien qu'il ne dise plus rien, elle le sentit. La distance pas physique, mais émotionnelle, comme s'il commençait à se mesurer au monde et à se trouver petit. Et parfois, quand un homme se sent petit, il cherche quelque chose de plus petit encore sur quoi se tenir. Amara ferma les yeux. Demain, elle se lèverait encore à 4h15. Demain, elle cuisinerait. Demain, elle sourirait à des clients qui ne voyaient pas ses sacrifices. Demain, elle encouragerait un homme qui se noyait lentement dans la déception. Parce qu'elle croyait aux saisons. Et elle croyait que la saison d'Oena changerait. Ce qu'elle ignorait, c'est que le changement était déjà en route, et qu'il les mettrait tous les deux à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Le jour où tout changea commença comme les autres. Amara se réveilla à 4h15. La pièce était lourde de chaleur malgré l'heure matinale. L'électricité avait été coupée pendant la nuit, et le ventilateur restait immobile au-dessus d'eux. Oena dormait d'un sommeil agité, un bras couvrant son visage. Elle l'observa une seconde de plus que d'habitude. Sa barbe avait poussé ces derniers mois pas volontairement, simplement par négligence. Son assurance autrefois tranchante s'était émoussée, devenue plus silencieuse, plus meurtrie. Elle effleura son épaule. Il ne bougea pas. À 5h30, elle était à son stand, installant ses affaires sous un ciel encore à moitié endormi. L'air portait l'odeur de la terre humide après la pluie légère de la nuit. Elle aimait les matins après la pluie. Il semblait indulgent. Le charbon crépitait. L'huile grésillait. Le premier d'Anfo freina brusquement près du carrefour. « Mama Amara » cria le receveur. « Fais vite aujourd'hui. La lasma nous poursuit partout. » Elle rit et emballa le riz dans du papier aluminium. Vers 11h40, l'inhabituel se produisit. Un SUV noir élégant ralentit près du carrefour. Il n'avait pas sa place ici, trop poli, trop silencieux, trop cher pour une rue remplie de vendeurs ambulants et de bus jaunes. Plusieurs têtes se tournèrent. Le véhicule s'arrêta juste devant son stand. Amara fronça légèrement les sourcils, s'essuyant les mains sur son tablier. Peut-être quelqu'un s'était-il perdu. La portière arrière s'ouvrit. Un homme en descendit.
Grand. Costume sombre. Chemise blanche impeccable. Des chaussures cirées qui, manifestement, n'avaient jamais connu la poussière de la gosse avant cet instant. Il retira lentement ses lunettes de soleil et regarda autour de lui, comme pour confirmer l'endroit. Puis ses yeux se posèrent sur elle. « Bonjour », dit-il calmement. Sa voix ne correspondait pas à la rue. Elle était maîtrisée, instruite, précise. Amara se redressa instinctivement. « Bonjour, monsieur. Vous voulez à manger ?» Quelques clients observaient la scène avec curiosité. L'homme jeta un bref regard à ses marmites, puis revint à son visage. « Êtes-vous mademoiselle Amara Okoye ?» Son cœur fit un bond. Très peu de gens utilisaient encore son nom de jeune fille. Oui, c'est moi. Il s'approcha, veillant à ne pas frôler le comptoir en bois. « Je m'appelle Maître Cunel a dit. » Le nom ne lui disait rien, mais le titre, si. Baristé. Avocat. Son estomac se noua. Je représente la succession du feu Chief Emma Okoye. Le nom la frappa comme un écho lointain. Okoye, le nom de son père. Son père avait autrefois mentionné un cousin parti à l'étranger des décennies plus tôt, un homme riche. Ils avaient perdu contact. Cela avait toujours ressemblé à une légende, l'oncle fortuné dans un pays lointain. « Je ne comprends pas », dit-elle doucement. « Je crois que vous êtes sa nièce. » Je ne l'ai jamais rencontré. C'est exact. Une petite foule commençait à se former. La gosse aimait les drames. L'avocat jeta un regard autour de lui, évaluant l'attention croissante. « Pouvons-nous parler en privé ?» Son pouls s'accéléra. Les conversations privées avec des avocats n'annonçaient jamais de petites choses. Elle hocha lentement la tête. « Chinidu » appelait-elle un jeune garçon qui l'aidait parfois à laver les assiettes. « Surveille le stand pour moi. » Il fixa le SUV, les yeux écarquillés, puis acquiesça. Amara s'essuya encore les mains et suivit l'avocat vers un coin ombragé près d'une boutique fermée. Il ouvrit un dossier en cuir. Ses gestes étaient mesurés. « J'ai le regret de vous informer que Chief Emma Okoye est décédée il y a 3 semaines à Londres. » Sa gorge se dessécha. Elle ne ressentit rien d'abord. On ne peut pas pleurer quelqu'un qu'on n'a jamais connu. « Je suis désolée, » dit-elle automatiquement. « Il ne s'est jamais marié, » poursuivit l'avocat. « Pas d'enfant. Aucun frère ou sœur survivant. » Il marqua une pause. « Vous êtes sa seule parente de sang vivante confirmée. » Les mots semblaient irréels. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Il doit y avoir quelqu'un d'autre. » « Il n'y a personne d'autre. » Il sortit un document. Avant son décès, il a modifié son testament. Votre nom apparaît comme unique bénéficiaire de l'intégralité de sa succession. Un bourdonnement envahit ses oreilles. Succession. Bénéficiaire. Des mots trop grands pour son monde. Monsieur, je vends du riz, dit-elle doucement, presque en s'excusant. Son expression ne changea pas. Oui. Le silence s'étira. Elle se força à poser la question. De quelle somme s'agit-il? Il soutint son regard. Chief Okoye possédait plusieurs parts dans la distribution pétrolière, des propriétés à Londres et à Dubaï, ainsi que plusieurs portefeuilles d'investissement. Il tourna une page. La valeur estimée totale de sa succession est d'environ 33 millions de dollars. Le monde vacilla. Ses genoux fléchirent. Elle s'agrippa au rideau métallique derrière elle. 30. Combien? 33 millions de dollars. Le bruit du carrefour s'éloigna, devenu un simple bourdonnement sourd. 33 millions. Elle essaya de convertir mentalement. Impossible. C'était trop loin de sa réalité. Elle pensa aux 18 500 Naira gagnés la veille. À la facture d'eau impayée. À Owena, assis dans cette pièce étouffante, se sentant comme un raté. C'est une erreur, murmura-t-elle. Ce n'en est pas une. Il lui tendit une copie du testament. Son nom s'y affichait en lettres officielles, Amara Ngozi Okoye. Ses mains commencèrent à trembler. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle faiblement. L'avocat hésita, puis répondit honnêtement. « Il suivait votre vie discrètement. » Sa tête se releva brusquement. « Quoi ? Votre oncle était au courant du décès de votre père. Il a fait des recherches. Il savait pour votre mariage.
Il connaissait votre situation. Sa gorge se serra. Il admirait la résilience, ajouta l'avocat. Les larmes lui montèrent aux yeux sans permission. Quelqu'un l'avait observé. Quelqu'un savait. Quelqu'un l'avait choisi. Je ne comprends pas cet argent-là, murmura-t-elle. Vous aurez des conseillers financiers, répondit-il calmement. Mais légalement, tout est à vous. À vous seul. Ces mots pesèrent lourd. Pendant des années, tout avait été, à eux, le loyer, les factures, la lutte. Mais ça, c'était à elle. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Bien sûr. Il lui tendit une carte. Nous avancerons quand vous serez prête. Il fit quelques pas vers le SUV, puis s'arrêta. Une dernière chose. Votre oncle vous a laissé une note manuscrite. Son cœur bondit encore. Il lui remit une enveloppe scellée, puis monta dans le véhicule. Le SUV s'éloigna. Le vacarme du carrefour revint brutalement, klaxon, cri, vie. Amara resta figée. 33 millions de dollars. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe, son nom écrit à l'encre soignée. Elle retourna au stand comme dans un rêve. Madame, qui était-ce? Chuchota Shinidu. Personne, répondit-elle automatiquement. Mais même à ses propres oreilles, sa voix semblait lointaine. Elle termina la journée mécaniquement, servir le riz, encaisser l'argent, sourire quand il le fallait, mais son esprit tourbillonnait. Le soir, en rentrant, Oena était assis sur le lit, faisant défiler son téléphone. « Tu es en retard », dit-il sans lever les yeux. « La circulation », répondit-elle doucement. Elle l'observa. La frustration gravée dans sa posture. L'homme qu'elle aimait, rapetissant sous le poids des attentes déçues. Elle pouvait lui dire maintenant. Lui tendre l'enveloppe. Tout changer ce soir même. Mais quelque chose l'en empêcha. Pas la peur. Pas le doute. Autre chose. Elle voulait lui offrir plus que de l'argent. Elle voulait lui rendre sa fierté. J'ai une bonne nouvelle, commença-t-elle presque. Mais elle demanda plutôt. Comment s'est passée ta journée? Il soupira. Encore un refus. Sa poitrine se serra. Elle hocha lentement la tête. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi, elle ouvrit l'enveloppe à la lumière tamisée de son téléphone. À l'intérieur, une seule page manuscrite. Ma chère Amara, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Je ne t'ai pas connue personnellement, mais je savais qui tu étais. Je t'ai observé en silence. J'ai vu une jeune femme porteur plus que sa part de fardeau sans se plaindre. La richesse ne signifie rien sans le caractère. Tu as du caractère. Utilise ceci avec sagesse et ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Ton oncle, Emma. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Elle replia soigneusement la lettre. Puis elle regarda Oena dormir à côté d'elle. Une idée commença à se former. Pas seulement lui dire. Pas seulement lui donner de l'argent. Mais construire quelque chose. Quelque chose qui l'élèverait. Quelque chose qui le surprendrait. Quelque chose qui ferait renaître l'homme qu'il était autrefois. Elle ferma les yeux. Le lendemain, elle appellerait l'avocat, et la première étape d'une vie très différente commencerait. Elle ignorait encore que le destin venait de lui donner la richesse, mais qu'il allait bientôt mettre son cœur à l'épreuve. Amara dormit peu cette nuit-là. Même après avoir glissé la lettre sous son oreiller, ses yeux restèrent ouverts dans l'obscurité. La respiration d'Oena était régulière, inconsciente. Dehors, un générateur toussa quelque part dans la rue. 33 millions de dollars. Le chiffre semblait appartenir au film, pas à un appartement d'une seule pièce aux murs écaillés et aux ventilateurs défectueux. Elle se tourna légèrement et étudia le visage d'Oena. Dans le sommeil, il paraissait plus jeune, plus doux, presque comme le diplômé qu'elle avait épousé. L'homme dont les idées jaillissaient autrefois comme la lumière du soleil. Elle se souvint de leur mariage, la salle louée à bas prix, les chaises empruntées, la façon dont il avait serré ses mains en murmurant. « Donne-moi du temps, Amara. Je te rendrai fière. » Elle n'avait jamais cessé de le croire. Mais la foi seule ne payait pas le loyer. Au matin, sa décision était plus claire. Elle ne se contenterait pas de lui annoncer la nouvelle. Elle construirait quelque chose pour lui.
Quelque chose qui restaurerait sa confiance au lieu de l'écraser. Quelque chose qui le ferait se sentir comme l'homme qu'il avait toujours voulu être. Elle se leva tôt et alla à son stand comme d'habitude. Personne ne savait que la femme servant du riz possédait désormais plus de richesse que tous ceux qui passaient à ce carrefour réunis. Cet anonymat lui donna un étrange sentiment de puissance. À midi, elle ferma plus tôt que d'habitude et appela le numéro sur la carte de Maître Cunel. « Je suis prête à avancer », dit-elle calmement. Il n'y eut ni musique dramatique ni tonnerre dans le ciel. Juste des formalités. À la fin de la semaine, elle avait signé des documents qu'elle comprenait à peine mais qu'elle acceptait avec l'aide de conseillers. Des comptes furent ouverts, des transferts initiés. Des gestionnaires financiers lui parlèrent de portefeuille et de diversification d'actifs d'un ton poli et maîtrisé. Elle parla peu. Elle apprit vite. Quelques jours plus tard, elle était assise pour la première fois de sa vie dans une salle de conférence climatisée. Cela lui semblait irréel. Elle portait sa plus belle robe Ankara et se tenait droite, absorbant chaque explication. « Madame Amara, » demanda respectueusement un conseiller, « quels sont vos projets pour ces fonds ?» Des projets? Elle pensa à Oena. À son amertume. À la façon dont les refus l'avaient vidée de l'intérieur. « Je veux investir dans la construction », dit-elle lentement. Les conseillers échangèrent un regard. « C'est viable », acquiesça l'avocat. « L'immobilier est stable. Avez-vous un promoteur en tête ?» Elle hésita une fraction de seconde. « Oui. » Ce soir-là, quand elle rentra à la maison, Oena était inhabituellement silencieux. « Un ancien camarade de classe m'a appelé », dit-il d'un ton plat. « Il vient d'acheter une voiture. » Elle posa doucement son sac. « Tant mieux pour lui. » Il eut un rire amer. « Tout le monde avance. » Elle s'assit à côté de lui. « Ton tour arrive. » Il ne répondit pas. Cette nuit-là, après qu'il se fut endormi, elle ouvrit son téléphone et rédigea son plan. Étape 1. Créer une société holding. Étape 2. Lancer un projet de construction à haute valeur compétitive. Étape 3. Publier un appel d'offres public. Étape 4. S'assurer qu'Oena le voie, sans se douter de rien. Ce ne serait pas facile. Mais elle voulait que ce soit réel, pas de la charité, pas de la pitié. Une opportunité. Les semaines passèrent. Discrètement, efficacement, ses conseillers l'aidèrent à enregistrer une société de développement sous une structure juridique qui dissimulait son identité personnelle. Tout était légal, transparent, anonyme. Elle choisit un projet assez audacieux pour attirer l'attention. Un domaine de luxe dans un quartier huppé de l'Équille. 3 étages. Matériaux importés. Automatisation complète. Piscine à débordement. Coût estimé, 33 millions de dollars. Le symbolisme ne lui échappa pas lorsque l'appel d'offres fut diffusé dans les circuits professionnels. Oena le vit quelques jours plus tard. Elle était dans la cuisine cet après-midi-là lorsqu'elle l'entendit crier depuis la pièce. « Amara !» Son cœur bondit. Elle entra en s'essuyant les mains. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il tourna l'ordinateur vers elle. « Regarde ça !» Elle fit semblant de parcourir le document avec désinvolture, bien qu'elle en connaisse chaque ligne. « C'est du niveau international », murmura-t-il. 33 millions de dollars. Investisseurs privés. Domaine haut de gamme. Ils acceptent les propositions. Un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Tu vas postuler ?» Il la fixa. « Tu es sérieuse ? C'est plus grand que tout ce que j'ai jamais géré. Tu en es capable ?» dit-elle doucement. Il la regarda plus longtemps que d'habitude. « Tu le crois vraiment ? Je t'ai épousé parce que je le crois. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la fierté. Peut-être de l'espoir. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il travailla sur son dossier jusqu'à 2 heures du matin, murmurant des calculs, révisant des budgets, ajustant des plans techniques. Elle restait allongée à côté de lui, feignant le sommeil. Chaque frappe sur le clavier ressemblait à une graine plantée. Des semaines plus tard, il reçut l'email. Elle entendit la notification avant lui. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Il ouvrit le message. Silence. Puis une inspiration brusque. Amara. Elle se tourna. Je l'ai eu. Sa voix tremblait.
Ils m'ont attribué le contrat. Il se leva d'un bond, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Tu comprends ce que ça signifie? C'est ma percée. C'est tout. Il la prit dans ses bras et la fit tourner d'excitation. Pendant un instant, c'était comme si l'ancien Oena était revenu. Joyeux. Confiant. Vivant. Elle rit à travers ses larmes. Oui, murmura-t-elle contre sa poitrine. Tout. Les semaines suivantes, la vie changea rapidement. Oena se transforma. Il acheta de nouveaux costumes, des chaussures plus élégantes. Il tailla soigneusement sa barbe. Il parlait au téléphone d'un ton autoritaire. Oui, j'approuverai ce design. Envoyer l'analyse structurelle. Planifier l'appel avec l'investisseur. Il se déplaçait comme un homme renaissant. Elle l'observait attentivement. La fierté était revenue. Mais autre chose aussi. La distance. Il rentrait plus tard. Parfois, il dînait dehors, prétextant des réunions prolongées. Tu n'as pas besoin de m'attendre, dit-il un soir. Elle hocha la tête. Elle ne posa pas de questions. Chaque semaine, elle recevait des mises à jour du chantier par ses conseillers, photos des fondations, importations de matériaux, rapports d'entrepreneurs. Elle les étudiait en silence la nuit. Son manoir. Construit par son mari. Son cœur se gonflait à l'idée du jour où elle révélerait tout. Elle l'imaginait clairement, il terminerait la maison, la grande révélation, elle s'avancerait et dirait « C'est à nous ». Il rirait, incrédule. Il s'excuserait pour chaque moment d'insécurité. Ils emménageraient ensemble. Et cette saison de lutte deviendrait une histoire qu'ils raconteraient à leurs enfants. Elle s'accrochait à cette vision. Mais la vie suit rarement le scénario que l'amour écrit. Un soir, alors qu'il s'habillait pour un autre dîner d'investisseurs, il la regarda d'un air critique. « Ne m'attends pas », répéta-t-il. Elle sourit faiblement. « D'accord. » Il marqua une pause près de la porte. « Peut-être que tu devrais envisager de renouveler ta garde-robe, dit-il d'un ton détaché. Maintenant que je travaille à ce niveau, l'apparence compte. Les mots étaient légers. Mais leur poids était lourd. Elle força un hochement de tête. D'accord. Quand la porte se referma, elle s'assit lentement. Renouveler son apparence. Elle regarda ses mains, rugueuses après des années à cuisiner et laver. Était-ce le prix du succès? Elle repoussa cette pensée. Non. Il s'adaptait seulement. Il retrouvait ses repères. C'était temporaire. Elle devait le croire. Tard dans la nuit, en consultant les dernières images du chantier sur son téléphone, elle murmura. Encore un peu. Elle avait maintenant la richesse, le pouvoir, le contrôle. Mais elle choisissait la patience. Parce qu'elle l'aimait. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que le succès ne reconstruisait pas seulement la confiance d'Oena. Il remodelait aussi ses valeurs. Et plus il montait, moins il regardait en arrière. Le jour où Oena signa officiellement le contrat, il porta son unique costume bleu marine, celui acheté 2 ans plus tôt pour un entretien qui ne l'avait jamais rappelé. Amara l'avait payé avec 3 semaines de vente de nourriture, en insistant que c'était un investissement. Maintenant, en ajustant ses manches devant leur miroir fissuré, le costume semblait différent sur lui. Ou peut-être était-ce lui. « Tu es élégant », dit Amara doucement. Il acquiesça. Mais son sourire était plus tranchant que joyeux. Je dois avoir l'air à ma place dans ces salles maintenant. À ma place. Ce mot encore. Elle ravala l'émotion qui montait et lui tendit son dossier. À l'étude juridique, cet après-midi-là, Oena signa les documents qui changeraient tout. 33 millions de dollars structurés en phase, exigences strictes de qualité, supervision internationale. Un projet sur lequel on bâtit une carrière. Quand il rentra ce soir-là, il ne marchait pas. Il flottait. Ils m'ont traité comme un vrai ingénieur, dit-il en faisant les 100 pas. Pas comme un diplômé au chômage qui supplie pour une chance. Amara sourit. Je te l'avais dit. Il saisit ses mains. Ce n'est que le début. Et pendant un moment, cela le fut vraiment. 2 semaines plus tard, le chantier démarra dans un quartier huppé de Lekki. Portail haut. Poste de sécurité. Route lisse. Un monde loin du carrefour poussiéreux où Amara vendait du riz. Oena s'y plongea totalement.
Il se levait tôt non plus avec angoisse, mais avec urgence. Son téléphone vibrait sans cesse. Architecte. Fournisseur. Investisseur. Pour la première fois depuis des années, il était nécessaire. Valorisé. Respecté. Il rentrait avec des histoires. Tu devrais voir le marbre italien qu'ils importent, dit-il un soir, les yeux brillants. Rien que les finitions coûtent plus cher que tout l'immeuble où nous vivons. Amara écoutait attentivement. Je suis fier de toi. Il hocha la tête, mais son regard s'attarda autour de l'appartement. Les murs étroits, la peinture écaillée, la petite cuisine. Un silence s'installa. Un samedi matin, Amara le surprit. Elle prépara des boîtes de jollof rice, du poulet, des plantains, et s'habilla de sa plus belle robe Ankara. Je pensais t'apporter le déjeuner au chantier, dit-elle légèrement. Tu travailles tellement dur. Il se figea. Aujourd'hui? Oui. Je ne resterai pas longtemps. Sa mâchoire se crispa presque imperceptiblement. Les investisseurs visitent aujourd'hui. Elle sourit. Encore mieux. Ils verront comme tu es bien traité. Son expression changea. Pas de colère. Pas exactement. De la gêne. Amara, commença-t-il prudemment. Ce n'est pas ce genre d'environnement. Son cœur bondit. Quel genre? C'est corporatif. Des partenaires internationaux. Des architectes étrangers. Ce n'est pas un cadre de bord de route. Les mots restèrent suspendus entre eux. Je ne t'embarrasserai pas, dit-elle doucement. Il expira brusquement. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'était exactement ce qu'il voulait dire. Elle le vit clairement. La peur que quelqu'un demande. Qui est-elle? Et qu'ils doivent répondre. C'est ma femme. Elle vend de la nourriture au bord de la route. Il s'approcha, baissant la voix. Gardons les choses professionnelles. D'accord. Je mangerai quand tu rentreras. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Elle rangea silencieusement la nourriture sur la petite table. Ce jour-là, elle mangea seule. Au fil des mois, Oena changea. Subtilement d'abord. Puis moins subtilement. Il renouvela toute sa garde-robe, acheta de nouvelles montres, utilisa des mots comme portefeuille et actif dans les conversations ordinaires. Son téléphone était toujours face contre table. Il assistait à des dîners d'investisseurs dans des restaurants haut de gamme. Le networking est important, disait-il. Amara ne discutait jamais. Elle observait. Un soir, il rentra avec une odeur de parfum inconnu, floral, coûteux. Elle le remarqua immédiatement point longue. Réunion? Demanda-t-elle avec précaution. Oui, Cassandra l'a organisée. Qui est Cassandra? Consultante en décoration intérieure? Répondit-il rapidement. Elle a des relations à l'étranger. Il prononça ce nom avec une certaine aisance, une certaine douceur. L'estomac d'Amara se noua, mais elle ne dit rien. Elle faisait confiance à l'homme qu'elle avait épousé ou du moins, elle essayait. La demeure commença à prendre forme. Les fondations devinrent des murs. Les murs devinrent structure. La structure devint grandeur. Chaque semaine, Amara recevait des rapports détaillés de ses conseillers, photos de l'avancement, bilan budgétaire, évaluation du chantier. Elle les étudiait attentivement. Oena se débrouillait bien. Très bien. Sa gestion impressionnait même les consultants internationaux. La fierté gonfla sa poitrine. Cela fonctionnait. Son plan fonctionnait. Mais le succès fait des choses étranges au cœur fragile. Un soir, alors qu'il se préparait à se coucher, Oena se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate pour le lendemain. Tu sais, dit-il d'un ton détaché, quand ce projet sera terminé, nos vies changeront définitivement. Elle esquissa un léger sourire. Nos vies. Il marqua une très légère pause. Oui, bien sûr. Mais quelque chose dans son ton avait changé. Elle le remarqua. Il se tourna complètement vers elle. Tu devrais envisager de perdre un peu de poids, dit-il soudainement. Ça aiderait quand nous commencerons à assister à des événements plus importants. Les mots tombèrent comme de l'eau glacée. Elle le fixa. Je dis ça comme ça, continua-t-il sur la défensive. La présentation compte à ce niveau-là.
À ce niveau-là. L'expression résonna douloureusement. Elle déglutit. J'ai toujours été comme ça. Il haussa les épaules. Et j'ai toujours été au chômage. Les choses changent. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute. Il ne s'excusa pas. Au lieu de cela, il s'allongea en lui tournant le dos. Et pour la première fois depuis leur mariage, Amara se sentit seule à côté de son mari. Quelques semaines plus tard, Oena déménagea la plupart de ses affaires dans un appartement temporaire plus proche du chantier. C'est plus pratique, expliqua-t-il. Les trajets font perdre du temps. Elle hocha la tête. Tu rentreras les week-ends? Parfois. Parfois. Elle le regarda faire ses valises. Le regarda emporter les costumes qu'elle avait repassés pendant des années. Elle regarda la distance grandir, désormais physique. Ce soir-là, après son départ, elle s'assit dans l'appartement silencieux et ouvrit la dernière mise à jour du chantier. La demeure était à couper le souffle, balcon en verre, pierres importées, système d'éclairage intelligent. Elle était presque terminée. Elle s'imagina un jour au portail, révélant tout. Elle imagina le choc sur son visage. Elle imagina la gratitude, le repentir, l'amour renouvelé. Mais en repensant à leur conversation récente, une nouvelle pensée s'insinua. Et si le succès ne le restaurait pas? Et s'il le révélait? Elle referma lentement son téléphone. Les paroles de son oncle résonnèrent dans sa mémoire. Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite. Elle regarda autour d'elle le petit appartement qu'elle avait entretenu pendant des années pendant qu'il cherchait une opportunité. Et elle comprit quelque chose de silencieusement dévastateur. Autrefois, Oena se sentait petit parce qu'il manquait de succès. À présent, il commençait à la faire se sentir petite parce qu'il l'avait trouvée. Et la demeure n'était plus seulement un bâtiment. Elle devenait un miroir reflétant ce qu'il était vraiment. Elle s'allongea seule sur le lit. Le ventilateur grinçait au-dessus d'elle. Quelque part à l'équille, son mari marchait sur des sols en marbre et dans des couloirs de verre, parlant avec assurance au téléphone, riant avec des consultants qui n'avaient jamais connu sa lutte. Elle se demanda, quand la maison serait terminée, pour qui se croirait-il devenu trop bien? Cassandra n'était plus seulement un nom. Elle devint une présence. Au début, c'était subtil. Une photo identifiée ici, une mention en passant, une séance stratégique tard le soir. Oena prononçait désormais son nom souvent, avec aisance, avec confort. Cassandra a suggéré de passer aux carreaux espagnols. Cassandra a des contacts à Dubaï. Cassandra comprend le branding de luxe. Chaque fois, Amara acquiesçait en silence, mais elle remarquait le changement de ton. Il ne parlait pas de Cassandra comme de ses collègues masculins. Il y avait de l'admiration, de l'excitation, de la validation. Et un soir, cette validation se révéla pleinement. Amara avait fini de ranger son stand plus tôt et décida, sans trop savoir pourquoi, de consulter la page publique de son mari. Il était devenu plus actif récemment. Plus visible. Plus soigné. La photo était là. Sur le chantier. Oena, dans un costume gris ajusté, lunettes de soleil, sourire confiant. À ses côtés, Cassandra, mince, claire de peau, longs cheveux lisses tombant sur une combinaison crème, talons de créateur légèrement enfoncés dans le gravier du chantier et pourtant toujours élégante. Sa main reposait légèrement sur son bras. La légende disait « Construire des rêves avec des esprits brillants ». #luxe #niveau supérieur. Cassandra avait commenté la première. Si fière de cette vision feu étincelle. Oena avait répondu « Impossible sans toi ». Amara fixa l'écran longtemps. Les mots ne criaient pas l'infidélité, mais ils murmuraient quelque chose de plus profond. Un déplacement. Elle posa soigneusement le téléphone. Ce soir-là, Oena ne rentra pas. Un message à 22h47. Dîner avec des investisseurs prolongé. Je dors à l'appartement du chantier. Elle répondit simplement. D'accord. Elle ne demanda pas quel investisseur. Elle ne demanda pas pourquoi la voiture de Cassandra apparaissait en arrière-plan d'une autre photo publiée ce même soir dans un restaurant haut de gamme. Elle ne demanda pas pourquoi le sourire qu'il portait sur ses photos n'était plus apparu à la maison depuis des mois.
2 semaines plus tard, Oena l'informa qu'il assisterait à un grand gala d'investisseurs. Événement formel, dit-il en ajustant ses boutons de manchette. Invité de haut profil. Elle hésita. Dois-je venir? La pièce devint silencieuse. Il ne répondit pas immédiatement. Puis il se racla la gorge. Ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Sa poitrine se serra. Je suis ta femme. Oui, dit-il avec impatience. Mais ces événements sont stratégiques. L'image compte. L'image. Encore ce mot. Elle baissa les yeux vers son corps inconsciemment. Vers la douceur qu'elle avait portée toute sa vie. Vers les courbes qu'il appelait autrefois belles. Je peux bien m'habiller, dit-elle doucement. Ce n'est pas seulement une question de vêtements, répondit-il. Il s'arrêta, mais trop tard. Juste cette fois, ajouta-t-il. C'est plus simple. Plus simple. Pour qui? Elle força un sourire. D'accord. Après son départ, elle se plaça devant leur petit miroir. Elle s'observa longuement. Son visage était toujours doux. Ses yeux toujours pleins d'espoir. Mais elle pouvait voir ce qu'il voyait désormais. Non pas une insuffisance. Une gêne. Elle n'était plus alignée avec la vie dans laquelle il entrait. Et cette réalisation ne la mit pas en colère. Elle la rendit froide. La confirmation arriva de façon inattendue. Une femme de son carrefour, bruyante, observatrice, toujours curieuse, l'aborda un après-midi. « Ah, Amara, dit-elle en baissant la voix. J'ai vu ton mari hier au Saphir Lounge. » Amara continua de remuer son ragoût. « Ah bon? Avec une belle fille en jaune. » Ils avaient l'air très proches. Les mains d'Amara ne cessèrent pas de bouger. Peut-être le travail. La femme secoua la tête avec insistance. Ça ne ressemblait pas au travail. Elle s'éloigna. Amara termina de servir un client avant que ses mains ne commencent légèrement à trembler. Ce soir-là, elle n'attendit pas les réseaux sociaux. Elle conduisit. Oui, elle conduisit. Ses conseillers avaient insisté pour qu'elle apprenne immédiatement après l'héritage. Elle avait acheté une Mercedes noire, modeste mais élégante, quelques semaines plus tôt. Oena ignorait qu'elle lui appartenait. Il pensait qu'elle appartenait à la société de développement. Elle se gara discrètement devant le Saphir Lounge. Et elle les vit à travers la vitre. Oena, penchée en arrière sur sa chaise, riait librement. Cassandra assise près de lui, sa main posée sur sa cuisse sous la table. Pas du business. Pas de stratégie. De l'intimité. Quelque chose en Amara se stabilisa. Pas brisé. Stabilisé. La dernière pièce de vérité s'emboîta. Elle n'entra pas en furie. Elle ne pleura pas dans la voiture. Elle rentra simplement chez elle. Il rentra tard ce soir-là. Elle était assise calmement sur le lit. « Te voilà », dit-elle d'une voix égale. Oui, longue réunion. Elle le regarda fixement. Avec Cassandra. Son corps se raidit. C'était professionnel. Je vous ai vu. Silence. Puis l'agacement. Tu m'as suivi? Non. Alors comment? J'ai vu assez. Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. Tu exagères. Vraiment? Il se mit à faire les 100 pas. Tu ne comprends pas le niveau auquel j'opère maintenant, Amara. Cassandra évolue dans ces cercles. Elle sait parler aux investisseurs. Elle comprend les environnements de luxe. Et pas moi? Il s'arrêta. Tu vends du riz au bord de la route. Voilà. Pas de douceur. Pas d'hésitation. Juste la vérité telle qu'il la voyait. Sa voix resta stable. Et ce riz payait le loyer quand tu n'avais rien. Il tressaillit. C'était avant. Maintenant, c'est différent. Oui, claqua-t-il. C'est maintenant. Je deviens enfin celui que j'étais destiné à être. Je ne peux pas traîner d'anciennes limitations avec moi. Anciennes limitations. Elle se leva lentement. Donc, je suis une limitation. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le dire. Le silence criait pour lui. J'ai besoin d'une partenaire qui correspond à l'endroit où je vais, dit-il finalement. Pas quelqu'un qui me rappelle d'où je viens. Les mots la transpercèrent plus profondément qu'un cri. Elle étudia son visage attentivement. L'homme devant elle ressemblait à Oena,
mais ses yeux étaient différents. Aigus, ambitieux, détachés. Tu n'as plus besoin de moi, dit-elle doucement. Il hésita. Puis, non. Le mot tomba comme un verdict final. Tu mérites quelqu'un à ton niveau, continua-t-il froidement. Et moi, je mérite quelqu'un au mien. Niveau. Toujours ces histoires de niveau maintenant. Elle hocha lentement la tête. Quand dois-je partir? Sa mâchoire se crispa. Demain. Demain. Après des années de sacrifice. Après l'avoir nourri quand il ne pouvait pas se nourrir lui-même. Après avoir construit les fondations sur lesquelles il se tenait maintenant. Demain. Elle fit sa valise cette nuit-là. Pas dans la colère. Pas dans le désespoir. Dans la lucidité. Au matin, elle se tint près de la porte avec une seule valise. Il ne tenta pas de la retenir. Le parfum de Cassandra flottait faiblement dans la pièce. Alors qu'elle franchissait le seuil, il ajouta une dernière chose. Tu t'en sortiras. Tu es forte. Elle marqua une pause. Oui, répondit-elle calmement. Je le suis. Et tandis qu'elle s'éloignait, il ne réalisa pas qu'il venait de se débarrasser de la femme même qui lui avait donné la plateforme sur laquelle il se tenait. Il ne savait pas que la maison qu'il construisait lui appartenait. Il ne savait pas que la Rolls-Royce qui franchirait un jour ses grilles transporterait la femme qu'il appelait une limitation. Mais le destin est patient. Et Amara aussi. La première nuit après qu'Oena l'eut mise dehors, Amara ne pleura pas. Non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que la douleur avait déjà achevé son œuvre avant même qu'elle ne ferme sa valise. Le rejet fait le plus mal quand il surprend. Mais celui-ci se construisait depuis des mois. L'embarras subtil. La distance. Les comparaisons. Le mot niveau. Au moment où il avait dit « Tu n'es plus à ma hauteur ». Quelque chose en elle s'était déjà détaché. Elle quitta l'appartement avec une valise et un visage calme. Les voisins regardaient. Ils regardaient toujours. Au Nigeria, les murs sont fins et les rumeurs voyagent plus vite que le Wi-Fi. Elle sentit leur regard, mais marcha d'un pas assuré vers la voiture garée de l'autre côté de la rue. Une Mercedes noire. Un voisin murmura à voix haute. « À qui est cette voiture ?» Amara ne répondit pas. Elle ouvrit la portière arrière, y plaça sa valise, puis s'installa au volant. Oui, elle conduisait elle-même. Quand le moteur démarra doucement, quand la climatisation rafraîchit sa peau, quand la portière se referma fermement en coupant le monde extérieur, alors seulement elle s'autorisa une profonde inspiration. Pas de sanglots. Juste un relâchement. Elle roula jusqu'à Victoria Island, vers un appartement qu'Oena n'avait jamais vu. Un appartement qui avait appartenu à son oncle et qu'elle avait fait rénover discrètement quelques semaines plus tôt. Au plafond. Sol en marbre. Bail vitré du sol au plafond donnant sur l'eau. Lorsqu'elle entra, le silence était différent. Pas vide. Puissant. Elle posa sa valise au centre du salon et resta immobile un long moment. Elle n'était plus l'épouse en difficulté de quelqu'un. Plus l'embarras de quelqu'un. Plus la limitation de quelqu'un. Elle était milliardaire. Et plus important encore, elle était suffisante. Le lendemain matin, elle ne se réveilla pas à 4h15. Son corps se réveilla naturellement à 7h30. La lumière du soleil inondait la pièce à travers les larges baies vitrées. Pas de bruit de générateur. Pas de fumée de charbon. Pas de cuisine précipitée. Juste le calme. Pendant des années, la survie avait dicté son emploi du temps. Maintenant, c'était le choix. Mais la richesse n'efface pas le chagrin. Elle se rendit sur le balcon et contempla la ville. Les mots d'Oena résonnaient encore. « Tu n'es pas à mon niveau ». Le plus étrange, c'est qu'il l'avait dit en le croyant sincèrement. Il croyait réellement l'avoir dépassé. Et cette réalisation fit quelque chose d'important. Elle effaça le doute. Car l'amour peut survivre à la pauvreté. Mais il ne survit pas au mépris. Elle rentra et prit son téléphone. « Maître Cunel » dit-elle calmement lorsqu'il répondit. « Je veux accélérer le calendrier du projet. » Un silence. « Accélérer comment ? Je veux que la demeure soit terminée dans 6 mois. C'est ambitieux. Faites en sorte que cela arrive. » Sa voix avait changé. Pas plus forte. Plus certaine. Amara ne s'apitoya pas.
Elle agit. Elle engagea un coach sportif. Non pas parce qu'Oena lui avait dit de perdre du poids, mais parce qu'elle voulait force, endurance et maîtrise de son corps selon ses propres termes. Elle consulta une nutritionniste. Non pour se réduire, mais pour se nourrir. Elle s'inscrivit à des formations exécutives. Finance, droit immobilier, investissement international. Elle s'assit dans des salles où des hommes 2 fois plus âgés qu'elle discutaient de contrats de plusieurs millions, et elle ne se fit pas petite. Au début, certains la sous-estimèrent. Ils voyaient la douceur de son corps et supposaient une douceur d'esprit. Mais Amara avait géré un commerce au bord d'un carrefour pendant des années. Elle comprenait les marges bénéficiaires, les chaînes d'approvisionnement, la négociation. En quelques semaines, ces salles commencèrent à la respecter. Pendant ce temps, Oena prospérait publiquement. Sa présence sur les réseaux sociaux grandissait. Lui et Cassandra assistaient désormais régulièrement à des événements de luxe. Elle apparaissait à ses côtés dans des robes ajustées, souriant comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. De petits blogs du secteur saluaient l'impressionnant projet immobilier de luxe de l'ingénieur Oena. Il montait. Et il croyait être monté seul. 3 mois après son départ, la nouvelle parvint à Amara de la manière la plus lagosienne possible. Par des murmures. Par des captures d'écran. Par des gens persuadés qu'elle était déjà au courant. Oena avait installé Cassandra dans l'appartement du chantier. Ce n'était pas caché. Ce n'était pas subtil. Il publiait ouvertement. Power couple. Constructeur de luxe. Visionnaire. Un soir, Amara observa silencieusement une photo. Oena se tenait aux côtés de Cassandra dans un lounge sur un toit-terrasse, le bras posé avec assurance autour de sa taille. Il avait l'air différent. Plus affûté. Plus poli. Mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau. L'arrogance. Elle posa calmement son téléphone. Puis elle ouvrit la dernière mise à jour du chantier. La demeure était presque terminée. Les lustres importés étaient arrivés. Le marbre italien installé. L'escalier sur mesure achevé. Elle zooma sur les détails. C'était à couper le souffle. Il avait fait du bon travail. Très bon. Ce qui rendait ce qui allait suivre encore plus poétique. Un soir, alors qu'elle examinait des projections financières, son entraîneur s'arrêta en pleine séance. « Vous n'êtes pas en colère ?» observa-t-il. Elle esquissa un léger sourire. « J'ai été déçu. Ce n'est pas la même chose. » « Oui. » La colère consume l'énergie. La déception la clarifie. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait que la vérité soit révélée. Elle voulait le moment où l'illusion s'effondre. Et ce moment approchait. Ses conseillers programmèrent la cérémonie officielle de remise des clés. Oena n'avait jamais rencontré le véritable propriétaire. Toutes les communications passaient par des représentants. Il supposait que l'investisseur était un milliardaire étranger anonyme. Il supposait qu'il recevrait le paiement final et peut-être d'autres contrats. Il supposait que la vie montait définitivement. L'inspection finale fut fixée à un samedi après-midi. Elle choisit sa tenue plusieurs jours à l'avance. Robe en soie bleu marine. Clous d'oreilles en diamant. Subtil, pas tape à accent grave-l'œil. Coiffure élégante. Pas flashy. Pas dramatique. Puissante. Elle commanda une Rolls-Royce Phantom pour la livraison. Non pour se vanter, mais parce que la présence compte. L'image compte. Le niveau compte. L'ironie ne lui échappa pas. Le matin de la remise des clés, elle se tint devant le miroir de son appartement à Victoria Island. Elle ne vit pas la vendeuse au bord de la route. Elle ne vit pas la femme qu'Oena avait rejetée. Elle vit quelqu'un affiné par l'épreuve. Renforcé par la trahison. Élevé par la grâce. La lettre de son oncle reposait dans son tiroir. Elle relut une phrase. « Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite. » Elle sourit doucement. Elle ne se sentait plus petite. Non à cause de l'argent, mais parce qu'elle avait survécu à l'humiliation sans perdre sa dignité. C'était une richesse qu'aucun héritage ne pouvait acheter. Plus tard cet après-midi-là, lorsque le chauffeur ouvrit la portière de la Rolls-Royce pour elle, elle s'installa avec une assurance tranquille. Pas de main tremblante.